psychologie de l'amour, l'instinct, la sensibilité, l'imagination, savoir pour réussir, chapitre 3, l'interréaction. Petite 1, les inaptes. Pour définir largement l'amour, avons-nous dit au chapitre 1, il convient de se limiter à le considérer comme un état psychique déterminé par le concours des immanences sexuelles et d'une ou plusieurs qualifications correspondantes à un ou plusieurs éléments électifs. Nous venons de voir que cet état procède parfois uniquement d'harmonieuses résonances d'ordre radioactif. Le génie de l'espèce, entité imaginée par Schopenhauer pour expliquer l'intersélection, se soucie uniquement d'engendrer, mais d'engendrer aveuglément. Si, comme le prétend l'illustre philosophe, tout élan individuel correspondant à une sorte de prémonition indicative du type le mieux qualifié pour une descente optima. Les inclinaisons seraient invariables et simultanées. On sait qu'il n'en est rien. L'hypothèse en question ne fournit donc pas qu'une lueur fallacieuse, même sur les préférences tout animales de l'instinct. Elle ne saurait, à plus forte raison, rendre compte des mixtions d'âme que suivent, mais des précèdent point les émois charnels. On ne contredit pas l'universelle impulsion qui, sous mille travestis, s'efforce d'entraîner toute créature, fût-elle hors d'état de donner le jour à des enfants sains, à l'accouplement procréateur. Encore, cet impératif ne trouve-t-il pas chez nous une égale docilité? Chacun n'accueille pas avec une semblable complaisance la voix du grand Pan. Elle le charme, l'alanguit, délicieusement les uns, et retentit puissamment leur psychisme, mais trouble simplement les autres à la manière d'un puri auquel ils ne considéreront jamais que de brefs instants, et un intérêt aussi fugace que localisé. On ne connaît même des cas d'indifférence absolue, voire d'insurmontables aversions. Tout ceci délimitant un premier contingent, appréciable, l'individualité réfractaire à l'amour. Même envisagée aussi largement que nous avons proposé. Parmi celles-ci, certaines se marient, d'autres en termes de tolérance ou même en accord relatif avec leurs conjoints, et procréent et multiplient au gré des opportunités physiologiques. Le génie de l'espèce a passé, non pas l'amour. Chez ceux qui ont une intense libido, place la satisfaction des habiletés sensorielles au premier plan des préoccupations. On trouve encore une proportion considérable d'inaptes à l'une quelconque des 6 modalités psychiquement amoureuses exposées au chapitre précédent. Soit que leur complexe électif soit pauvre, limité à des orientations érotiques, soit que leur réceptivité aux irradiations soit faible. Ils voient des dimensions, les reliefs, les masses, les valeurs esthétiques ne leur apparaissent que très vaguement. De même que leur gamme de différenciation sensorielle n'est qu'ébauchée, leurs ressources émotives sont restreintes, leur sensibilité obtuse et simpliste, leur imagination inerte ou imprécise, et par conséquent, leur représentation sans clarté, à l'exception de la série d'images relatives à l'acquis et à l'activité professionnelle. Petit 2. Les prédisposés. En rapprochant ces observations des côtés utilisés du paragraphe 1 et du chapitre 2, on se rendra compte que chez les INAP, les valeurs B, C et D, E, F restent inférieures à la moyenne. Chez les prédisposés, plusieurs des valeurs dépassent largement le coefficient 5, et prédisposition s'affirme autant plus que le coefficient augmente ainsi que le nombre d'éléments majorés. Il suffit par exemple d'une élévation à 8 de l'élément E pour que s'implique au moins 6 à l'élément B. Pour qu'une autre aspiration latente vers un être défini élabore, qu'on puisse aboutir à une cristallisation. B donnera lieu à des besoins visuels, auditifs, tactiles,
assez précis et divers pour rarifier ce type de conditionné, en sorte que tout soit satisfait par lui. Le premier individu, ainsi qualifié, se détectera le sujet, s'inscrivant sur son écran imaginatif avec un caractère de précocité d'où s'en suivra l'amour. L'élévation du terme C a créé la tendance au sentimentalisme à laquelle associée qu'entraîne l'acidité de B et E et caractérise une série de nombres prédisposés. L'aptitude la plus étendue, qui correspond à l'importance conjuguée des termes, multiplie les éléments du complexe à tel point que la vie entière peut s'écouler sans qu'elle ne soit complémentarisme, intégral ou même approché soit rencontré. C'est-à-dire quel formidable soulèvement déterminerait son apparition éventuelle et quel bouleversement s'ensuivrait à l'issue de la rencontre. Petit 3. Le para-amour et l'amour intégral. Les prédisposés, ceux qui portent en eux-mêmes un complexe sélectif à un complémentarisme défini, ou ceux qui peuvent affecter profondément les irradiations physiologiques, semblent en dernière analyse caractérisés par une certaine richesse d'inversion liée au conditionnement cérébral singulier par son ampleur à sa subtilité. En chacun d'eux correspond un type de sexe opposé identique à l'image synthèse issue du complexe et un régime d'irradiance en harmonie avec ses fibres. La vie intime des inaptes, c'est la sexualité sans amour. Celle des prédisposés suppose la disponibilité à ce dernier état, la probabilité d'une ou plusieurs inclinaisons assez vives dont l'objet, plus ou moins dissociable de l'image synthèse, paraîtrait, au début, l'incarner. Quant à la parfaite coïncidence, hormis laquelle l'amour intégral ne saurait se constituer, c'est le rarissime chef-d'œuvre au milieu d'innombrables articles de série. Pour conserver à cet absolu le nom d'amour, nous désignerons le relatif par l'expression para-amour. 4 formes de ce dernier s'observent couramment. D'abord, les méprises volontiers fomentées par une effervescence potentielle génésique sans exutoire. Adolescents des deux sexes, organiquement vigoureux, ils sont presque fatalement voués. Une silhouette accrochée le regard, un visage s'associe aux pensées troubles du désir. Le pacte se noue sous l'égide de la trop facile illusion. De son côté, le jeune prédisposé, qui d'ailleurs ne s'analyse encore que superficiellement, ne voit rien et s'avère charmant chez sa compagne. Rien qui ne s'avère charmant chez sa compagne. Celle-ci, étourdie de la passion, vouée à sa petite personne, s'attribue une animation aux durées éternelles. Peu à peu, chacun prend conscience des incompatibilités et de ses dispositions profondes et de la personnalité réelle de l'autre. Secondement, l'inclinaison tout artificielle de la plupart des fiançailles. Il suffit en effet qu'apparaissent manifestes entre deux jeunes gens les convergences qui rendent socialement un mariage désirable pour que l'un ait sur l'autre s'évertue les suggestions d'où s'enivra la fréquence d'entrevues et l'attitude accueillante ou empressée sur laquelle on compte pour déterminer les intérêts à s'unir, les intéressés à s'unir. Comment, à moins que quelque source fortuite d'aversion, chacun n'éprouverait-il pas vis-à-vis de l'autre un attrait que leur extrême jeunesse rend pour ainsi dire inévitable. Du désir se mêle plus ou moins à cet attrait, et, de bonne foi, on croit aimer. En troisième lieu, il survient parfois avec une étrange soudaineté que deux êtres, incompatibles à tout point de vue, se trouvent fascinés, attirés par la résonance mutuelle de leur radioactivité. Ce phénomène s'inaugure généralement par une galvanisation paroxystique que des fonctions génésiques, par une avidité réciproque de la présence bien proche de la toximanie et de l'obsession. Enfin,
c'est peut-être le cas de para-amour le plus fréquent, l'évidence d'une caractéristique de l'image synthèse masque l'absence de toutes les autres, et la cristallisation s'opère, bientôt, par une candide injustice. Celui qui s'est fourvoyé reproche à l'autre de ne point posséder les qualifications qu'il a cru voir. 4. L'initiale fantasmagorie. Sa première phase, presque toujours instantanée, dans l'amour, plus ou moins longue dans le para-amour, s'effectue au sein de l'inconscient, l'enregistreur automatique. Celui-ci réceptionne, si l'on peut dire, les impressions venues de l'extérieur et les associe mécaniquement aux représentations déjà clichées. C'est ainsi qu'au seuil du complexe sélectif viennent retenir les préceptes et les réceptes d'une nature analogue à celle de ces éléments. Alors qu'un certain nombre de ces derniers sont particulièrement impressionnés par l'aspect, la voix, la cinématique, l'expressivité et les manifestations psychiques de l'individu qui va inspirer l'amour, le patient prend conscience ultérieurement et en mode indirect les premières notions qui surgissent généralement est un vague besoin de se retrouver en présence de l'agent. En second lieu, à la satisfaction inséparable de cette présence, succède une modalité de sympathie ou d'admiration qui se teint de plus en plus manifestement d'une supputation des charmes de l'union amoureuse, telle qu'elle permet de les pressentir l'image actuelle du sujet, puis ce que Stendhal appelle la cristallisation. La cristallisation commence. L'esprit tire de tout ce qu'il reflète, soit l'indication de nouveaux attributs captivants dont s'alimente d'emblée son amour, soit divers motifs d'espoir ou de crainte dont chacun l'affecte un peu plus. La transfiguration progressive de l'être aimé aboutit à son identification à l'image synthèse idéale ou même à son superlatif. Cette charmante fantasmagorie régit sur tous les éléments électifs du complexe et porte à leur maximum les avidités, l'aspiration et l'affinité d'où ils émanent. Aussi, l'intéressé ressent-il une sorte d'épanouissement général, d'élévation de son potentiel psychophysique et d'une énième puissance. En fait, au cours de cette phase, on peut observer dans la plupart des cas une invigoration fonctionnelle générale que porte à son comble la certitude d'une réciprocité. Mais si l'exaltation émotive cérébrale vient subir le heurt d'une indifférence irréductible, d'une antipathie ou d'une impossibilité, les inhibitions et les désorganisations et les ébranlements qui s'ensuivent manifestent une gravité proportionnelle à l'intensité de l'élan initial. Pour les uns, à prédominance représentative, tout se passe à l'intérieur. Dépression, mélancolie, psychasthénie, etc. Pour d'autres, à prédominance affective, le dynamisme entravé dans son cours normal s'extériorise convulsivement et parfois sous forme d'impulsions auto- ou hétérodestructives. Petit 5. La plus fréquente réalité. Ce que nous venons de dire a trait au para-amour, aussi bien qu'à l'amour. Nous savons que le relatif constitue la règle absolue de l'exception. Mais la proportion d'attrait réel à l'attrait illusoire que comporte chaque relatif peut varier à l'infini. Aussi, chaque cas évolue-t-il différemment. Le nombre reste fort heureusement assez élevé des individus qui, après s'être aimés d'amour, ou plus exactement après avoir aimé d'amour spontané, une imaginaire et arbitraire représentation mutuelle, se découvrent, tout en dépouillant ses attributs pour qu'ils se prétèrent
d'assez appréciables qualifications réelles pour contribuer à s'entre désiré. On pourrait désigner cette transmutation sous le nom de para-amour dérivé. Encore existe-t-elle qu'aucun des éléments du complexe ou de l'un ou de l'autre n'ait une acuité des traits impérieuse, car alors l'incomplétude née de l'inexistence des caractéristiques complémentaires agirait à la manière d'un ferment implacable dissociateur. Le para-amour évolue, en général assez rapidement, dans le sens suivant. Du côté masculin, les composantes de l'état initial, composantes de l'association desquelles naquit l'enthousiasme, s'éliminent simultanément. Le désir tiédit par l'émoussement des mêmes perceptions réitérées. Le plaisir proportionnellement au désir décroît et l'intensité se banalise. Les vulgarités les défectuosités morphologiques forcent le regard et attaquent l'admiration. Les différences physiques de l'objet et du type postulé par le complexe sélectif s'esquissent, se précisent et deviennent manifestes. La divergence des tendances, des goûts, des sensibilités et des vues, des mises en lumière par le côtoiement journalier, transforme l'élan primitivement continu en élan alternatif à interruptions de plus en plus fréquentes et à des tensions de plus en plus basses. L'image improvisée par la cristallisation a bientôt perdu son âme fantomalement et dépouillé les voiles idéalisateurs. Au tiédissement succède bientôt la lassitude, puis la désirable impression d'un enchaînement sans attrait. Du côté féminin, s'effectue un décrescendo analogue, mais dans la plupart des cas, aux éléments premiers de l'amour viennent se substituer, comme ces formations scléreuses qui comblent les lésions physiques. Une série de dispositions de l'ensemble perpétue l'attachement. L'estime de soi donne lieu à une interprétation humiliante du fait d'avoir cessé de plaire. L'habitude prise de se savoir l'objet d'un ardent intérêt dans l'esprit de l'homme rend pénible l'idée d'indifférence. Ensuite, l'expansion dont l'amour fournit l'occasion aux virtualités affectives crée à celle-ci un besoin de se dispenser, très douloureux quand l'objet se dérobe. Ayant trouvé l'écho parfait de sa vie intérieure, l'illusion dynamogène de ses latences de tendresse, de sollicitude et d'affection, la femme leur a donné cours. C'est conclu à l'activation vitalisatrice et, leur ayant constamment associé la même image, cette dernière est devenue essentielle. Son retrait désorganise chez elle tout le modus vendi de la sensibilité. Ajoutons l'apparition pure et simple d'un retour à la solitude, celle du qu'en dira-t-on éventuel, la jalousie, la perspective impliquée par celle de la rupture, de perdre un appui ou de subir un dommage social, et nous aurons énuméré à peu près tous les facteurs de l'état ultérieur à l'amour dissocié, qui perpétuent chez nos campagnes l'avidité d'approbation de l'amant ou du mari. Petit 6. Caractère propre aux attractions fluidiques. Nous avons écrit, dans un précédent travail, les affinités amoureuses s'échappent fréquemment à l'analyse purement psychologique, parce que leur explication tient tout entière dans l'exact complémentarisme des deux émissions, de deux perceptions, tant que dure l'idylle, les communications télépathiques spontanées, les lucides intuitions et les prémonitions clairvoyantes témoignent fréquemment du rapport des deux intéressés. Et quand surviennent de l'un les premiers écarts, l'imaginatif ou vécu se retire invisiblement des fibres de l'autre d'une douloureuse dissonance annonciatrice des brisures prochaines. Depuis, nous avons appris à discerner plus précisément l'action parfois isolée, parfois conjurée des deux modes, psychologique et psychique, de la radioactivité humaine, qui font respectivement l'objet de paragraphes 5 et 6
du chapitre précédent. On voit, écrivons-nous, comment développer notre charme personnel, de primitives gaillardes dont l'animalité puissante impressionne, imprègne, englue des hommes subtils et cultivés. La réciproque, plus fréquente encore, a fourni au psychologue Bourget le thème de la cruelle énigme. Nous avons la certitude expérimentale que la clé de l'énigme n'est autre que le vieux magnétisme de Paracel et de Mesmer. On voit également l'étincelle embrassante jaillir entre deux êtres réciproquement envahis par leur rayonnement organique. La passion précipite alors les deux intéressés l'un vers l'autre avec la violence d'une force cosmique. Comme dit Pélédan, cette attraction à haute tension cette projection croisée devient, dans les deux sens, saturante, ce qui crée de momentanés antagonismes conformes à la loi de la répulsion entre des fluides semblables. Mais, dès qu'une scène violente a permis l'expulsion de la surcharge fluide qui crée la saturation, l'attirance réapparaît. Ainsi, les scènes de violence alternent avec les élans. Les phénoménismes propres aux ondes psychiques diffèrent du précédent en ce qu'elles s'imposent sans nécessairement créer de délection. Une délection. Un caractère despotique, violent, pourvu d'un vigoureux énergétisme qui permet la continuité ardente des avidités symphéodes, aisément. Par le truchement des irridations subséquentes, l'individualité dont il convoite l'abandon, du moins quand celle-ci manque des ressources morales sans lesquelles il n'est pas de ferme et inflexible détermination, comme la supériorité de l'intelligence ne présume en rien de la force du caractère. Il s'ensuit que le dominateur peut fort bien être l'inférieur. Ce qu'il y a de typique dans l'amour subit est que le patient se laisse manœuvrer par l'agent en dépit de sa disparité avec ce dernier, en dépit de ses véritables penchants, en dépit de ses intérêts, et souvent sans la moindre esquisse de résistance. Comme l'hypnotisé qui s'exécute une suggestion avec la conversion d'agir de son plein gré. L'homme ou la femme assujettis par l'imprégnation mentale cherchent en eux-mêmes la cause de leur passivité. Ce sont des prédisposés en qui l'observation décèle une véritable masochisme émotivo-cérébral. Le sort de ces conjonctions, tributaires des dispositions de la personne, qui joue un rôle actif, reste très variable. Avec le désir animal comme premier mobile, tout cesse dès que l'agent, assouvi, transfère ailleurs ses convoitises. Mais si, par une monomanie dominatrice, sa sexualité s'associe en lui à la volonté de puissance, il ne laisse pas volontiers s'échapper la proie ductile qu'il régente, abstrait et souvent humilie. On pourra contester notre interprétation des cas de ce genre, mais ne pas les révoquer par le doute. Petit 7. L'exception. Quelle proportion de parfaite structure fournit chaque génération? Il serait malaisé d'en établir le chiffre, même approximatif. Rare autant que le génie, la beauté fut jadis défiée. D'une égale rareté, l'amour aussi fut Dieu. Mais pas ses usuels relatifs, mais son intégrale splendeur. Une phrase jadis lue, sans que le nom de l'auteur ait marqué notre mémoire, ironise le grand amour dont tout le monde parle et que personne n'a jamais vu. Y avait-il donc scruté tout l'univers, ce perspicace, au demeurant, il est vrai que la Vox Populi témoigne d'une clairvoyance singulière quand, à propos d'une aventure, elle établit le distinguo entre le grand amour et la fréquente attirance. Nos observations nous ont ici d'ailleurs montré que la rareté de l'un et la multiplicité de l'autre, comme un est à 6000.
Est-ce banal de coutumer l'embarquement pour la cithère que les poètes ont dédié à tant de lyrisme, ou bien à une idéale de transposition, à un abstrait, ou, pour qui sait attendre, entendre, leur accent rend le bien à évoquer l'amour. Le même son exceptionnel, mais humaine réalité qu'a exalté l'héroïsme vécu. Pour l'analyse d'objectifs, la rencontre de l'exact complémentarisme d'une série d'électivités individuelles apparaît, certes, comme la chance ultime qui survient parfois. A priori, on serait tenté de voir ici un sujet d'exemple facile pour le proverbe « aux innocents les mains pleines ». Ne semble-t-il pas probable qu'aux natures primitives dont l'avidité et les aspirations restent simplistes, la corrélativité entière s'offre à profusion. 1000 objets parmi lesquels aucun ne contenterait le desideratium raffiné pourrait presque instinctivement satisfaire tout homme sans complication. Mais les latences d'amour et les passions totales n'atteignent les plus hautes puissances qu'au sein des psychismes que l'hérédité et la culture ont largement évolué. Une symphonie suppose l'exacte proportion d'un nombre élevé d'exécutants, tous impeccables. Ainsi, le grand amour, palpitation immense, exige qu'aux trois sphères sensorielles, affectives et intellectives, tous les timbres soient représentés. Au processus du para-amour, on a vu comment certaines impressions viennent tour à tour solliciter rythmiquement les résonances offertes parmi les composantes de l'image élective. Ces réceptes ou préceptes venus de l'agent, tous n'opèrent pas ainsi. L'harmonie reste lacunaire. C'est une série d'accords entre des pauses et des silences. La cristallisation cède de postulats spontanés imaginés. À l'éveil de l'amour, tous les éléments du complexe se trouvent soudainement affectés avec une égale harmonie, et dans le même moment, instantanément plutôt que progressive, s'impose la notion de présence d'un complémentarisme exact. L'enchantement naît d'emblée, dans toute son étendue illimitée. Le caractère paisiblement majestueux et de cet envahissement défie que l'on compare les coups de foudre, et nos romanciers, ici, ce n'est pas le simple choc entre deux regards qui s'embrassent passionnellement. La seule contemplation dispense déjà la plénitude. Pour audacieuse et apparemment contradictoire un certain fait que puisse sembler notre affirmation, nous croyons normal que, dans le cas pareil, le synchronisme ne s'établisse, car l'agent, syntonisé au patient, réagit en lui en mode émittif attractif. Avant même que les deux intéressés aient eu licence de l'exprimer, l'intégral accord de leur entraîne leur mutuel consensus. Virtuellement, leur personnalité et leur destinée se sont conjointes, sans l'ombre d'une hésitation, sans le moindre trouble et en toute sérénité. D'importantes répercussions succèdent à la naissance de l'amour. Une sorte de déclic détermine de part et d'autre l'ébranlement de puissance affective jusque-là statique et insoupçonnée. Un dynamisme si puissant que chacun s'étonne de ne le porter en soi. Intensifie toutes les modalités de la vie intérieure, illumine les pénombres, volatilise les résidus mnémoriques pénibles du passé, anéantit les craintes et les transmute maintes vérités en claires décisions. C'est à la fois une réjuvénation et un allègement. Les ivresses légères dispensent les instants d'oubli, mais la meurtrissure subite, ensuite sur quoi s'écoula leur l'été. Le grand amour, l'état psychique lucide et permanent, rénove l'inconscient dans sa jouissance, comble toute l'étendue. Expulse les limons et ranime les foyers vitaux en péril d'extinction. Il regroupe, coordonne
et hiérarchise les divers éléments psychiques, créant une convergence qui magnifie toutes les facultés. Une nouvelle représentation des valeurs extérieures se substitue à celle qui précéda le choc initial. Tout est perçu, apprécié, sous un angle nouveau, révélateur véridique pour les gens et les choses du qualitatif essentiel. Un résumé, les maxima individuels respectifs de l'homme, de la femme, en parfait complémentarisme, s'accomplissaient avec une étrange soudaineté. Tout ce qui, timidement, s'élaborerait, s'épanouit, comme par magie, dans l'amour-passion classique. L'avidité anxieuse des possessions procède du sentiment qu'elle seule affirmerait indubitable, une réciprocité qu'on escompte ardemment, mais à laquelle on tremble d'avoir à renoncer ici. Nulle hâte, car les invisibles séquences de l'aimantation intégrale dispensent une joie incessante et profonde, très au-delà du tangible. Tel est le cas d'exception en notre temps. On s'explique qu'il le soit. Les synthèses individuelles se raréfient sous l'effet des orientations spécialisées qu'exige l'utilitaire. Seuls quelques privilégiés, dont le développement, exempt d'entrave, atteint l'homogénéité, vont à l'amour sous l'égide de la représentation qu'il conduit à